Parfois, être au courant de tout et n'importe quoi est vraiment important. Après tout, ce sont les anecdotes qui vous rendent intéressant dans une discussion, non? Il n'y a rien de plus satisfaisant que de partager votre sagesse avec vos amis et votre famille. Et j'ai rassemblé certains des faits les plus étonnants juste dans ce but. Si vous aimez cette vidéo, faites-le moi savoir et j'en créerai d'autres pour lancer la meilleure série des faits étonnants de tout le web. Pourquoi les fourgons UPS ont toujours leurs portes ouvertes? Vous avez déjà remarqué que les chauffeurs d'UPS se promènent parfois dans les fourgons sans porte dans les films. Cette pratique inhabituelle est parfaitement légale en Amérique, et tout se résume à un gain de temps et d'argent. Un employé moyen d'UPS effectue environ 130 arrêts par jour, et ça fait beaucoup de temps passé à ouvrir et fermer les portes, surtout lorsque les arrêts sont espacés de quelques minutes. Vu que plus de temps équivaut toujours à plus d'argent, il est donc financièrement logique pour l'entreprise de supprimer complètement les portes. Les fourgons UPS ne sont pas non plus équipés de clim pour la même raison. Car entrer et sortir du camion ne permet pas de garder l'air froid. Les chauffeurs UPS comptent donc sur le peu d'air qui souffle dans leur véhicule sans porte pour obtenir un répit bien nécessaire de la chaleur torride de l'été. Pourquoi les fourgons UPS ne tournent pas à gauche? En général, vous aurez aussi du mal à avoir un fourgon UPS faisant un virage à gauche aux États-Unis. Et là encore, c'est une question d'argent. Lorsque UPS a décidé de faire des efforts pour l'environnement, ils ont équipé les camions de capteurs et réalisé des recherches pour découvrir que trop de conducteurs tournaient au ralenti en attendant de tourner à gauche. À partir de 2004, ils ont demandé aux conducteurs de tourner à droite et retravailler les itinéraires pour minimiser le nombre de virages à gauche. Ce nouveau système dans le sens des aiguilles d'une montre a été positif et plus de 350 000 colis supplémentaires ont été livrés chaque année, avec 45 millions de litres d'essence en moins et 35 millions de dollars économisés. À quoi sert cette poche sur un jean? Il y a plein de choses courantes que vous avez sûrement jamais vraiment remarquées, et je parie que cette petite poche à l'avant de votre jean en fait partie. Historiquement parlant, cet ajout apparemment inutile à l'un des vêtements les plus populaires au monde était connu sous le nom de poche pour montre. Dans les années 1800, les cowboys portaient leurs montres de poche sur des chaînes dans leur gilet. Puis Levi's a créé la petite poche rectangulaire pour empêcher les montres de se casser. Les temps ont changé, et la poche a adopté d'autres noms, chacun décrivant une nouvelle utilisation. Poche à billets, poche à pièces et même poche à préservatifs. Elle est maintenant trop petite, mais reste un incontournable de l'histoire de la mode. Quel a été le jour le moins intéressant de l'histoire? Vous pensez peut-être que vous passez une journée ennuyeuse au travail ou à l'école. Était-ce pire que ce qui a été qualifié de journée la plus ennuyeuse depuis le début du XXe siècle? Selon les résultats du moteur de recherche True Knowledge, le 11 avril 1954 a remporté ce titre, en analysant 300 millions de faits sur des événements dignes d'intérêt. Le moteur de recherche a pu identifier que ce dimanche d'avril 1954, seuls 2 événements notables se sont produits. Un joueur de football nommé Jack Schaffelbottom est décédé et un universitaire turc nommé Abdullah Atalar est né. À part ça, rien ne s'est vraiment passé ce jour-là. Il a aussi dépassé le 30 avril 1930, qui était auparavant considéré comme le jour le plus ennuyeux, après qu'un annonceur de la radio des BBC ait déclaré « Il n'y a pas d'infos ». Pourquoi les cochons ne peuvent pas regarder le ciel? Les cochons sont peut-être un des animaux les plus intelligents qui soient, mais ils sont aussi une des seules créatures incapables de lever les yeux et de voir le ciel. Ils peuvent s'allonger sur le dos ou le voir dans un reflet, mais ne pourront jamais regarder le ciel comme nous. Juste parce que leur anatomie ne le permet pas. Les muscles de leur cou les empêchent de lever assez la tête pour voir le ciel. Et cela se résume à l'évolution. La plupart des animaux évoluent d'une manière qui optimise l'évasion face aux prédateurs et à la recherche de nourriture. Et comme la nourriture naturelle des porcs, les racines, fleurs et insectes, et vers le sol. Une telle flexibilité du cou n'est pas nécessaire. Les talons hauts ont-ils toujours été réservés aux femmes? Les talons hauts et talons aiguilles peuvent être considérés comme un accessoire féminin, mais c'était pas toujours le cas. Au Xe siècle, les hommes européens qui montaient à cheval portaient des chaussures à talons pour rester plus facilement dans leur étrier. La cavalerie persane a adopté des talons hauts et la tendance s'est propagée à l'Europe, montrant que quelqu'un possédait des chevaux et était donc riche. Finalement, les femmes riches ont aussi commencé à porter des talons pour affirmer leur égalité. Et les chaussures sont devenues une marque de classe pour les membres les plus riches de la société du XVIIe siècle. Au tournant du XIXe siècle, les hommes ont renoncé aux peu pratiques chaussures à talons hauts. Mais les chaussures pour femmes étaient à la mode et la coutume a continué.
Pourquoi ne peut-on pas se boucher le nez et fredonner? Les humains sont capables de réaliser plein de choses, mais fredonner et se boucher le nez en même temps n'en fait pas partie. C'est en fait pour la même raison pour laquelle vous ne pouvez tout simplement pas expirer en vous tenant le nez et en fermant la bouche, car il n'y a nulle part où l'air peut s'échapper. Pour créer le bourdonnement, l'air doit traverser votre larynx, mais il est impossible de le faire lorsque vos lèvres sont bien fermées. Vous pourrez peut-être fredonner quelques secondes, mais devrez ouvrir la bouche et reprendre votre souffle. Allez-y, essayez! Pourquoi les nouveau-nés ne peuvent pas pleurer des larmes? Cela peut surprendre. Après tout, la plupart des bébés sortent en criant et en pleurant. Mais les nouveau-nés ne peuvent pas pleurer de vraies larmes. En effet, on ne naît pas avec des canaux lacrymaux fonctionnels, et ils se développent que lorsqu'on a entre 2 semaines et 2 mois. Les larmes sont produites par les glandes lacrymales en forme d'amande sous nos paupières. Elles descendent sur nos yeux et les canaux lacrymaux agissent alors comme un système de drainage pour les libérer sur nos joues. Comme un verre d'eau qui déborde. Les scientifiques ne savent pas trop pourquoi ce système n'est pas en place tout de suite, mais les bébés se rattrapent vite. Quelle est la créature la plus solitaire sur Terre? En 1989, un ensemble d'hydrophones sous-marins appelé Soyuz, qui avait été construit par la marine pour détecter les sous-marins ennemis, a capté des signaux inhabituels près de la côte du Pacifique. Les sons étaient assez familiers pour être classés comme des chants de baleines, mais ils étaient à une fréquence de 52 Hz, ce qui est bien plus élevé qu'une baleine bleue qui chante entre 10 et 40 Hz, ou des rorquals communs à environ 20 Hz. Le chercheur Bill Watkins a décidé de consacrer sa vie à traquer cette baleine solitaire, qu'il a surnommée 52. À sa mort en 2004, il avait collecté 12 ans d'enregistrement des appels d'accouplement de cette baleine solitaire, dont la voix est juste trop unique pour attirer un amant. Les chercheurs n'ont même jamais vu la baleine et ne peuvent pas savoir si 52 erre encore dans les mers d'aujourd'hui. Les panneaux d'arrêt ont-ils toujours été rouges? Les panneaux de signalisation sont bien connus de nos jours, mais avant, l'emblématique panneau d'arrêt rouge vif était jaune. En 1922, l'American Association of State Highway Officials s'est réunie pour standardiser le design et a choisi le jaune comme deuxième choix. À cette époque, le rouge était déjà utilisé sur les feux de circulation, en partie parce que la couleur symbolisait le danger, mais aussi parce qu'il est scientifiquement classé comme la couleur avec la longueur d'onde la plus longue. Les cellules en forme de cône dans nos yeux sont réglées pour détecter les longueurs d'onde sur le spectre de la lumière de 380 à 700 nanomètres. Et comme le rouge est autour de 700, c'est la couleur qui peut être vue de plus loin. Et malheureusement, il n'y avait pas de colorant rouge en 1922 qui ne finirait pas par s'estomper. Alors, ils ont opté pour le jaune. Puis l'émail de porcelaine rouge résistant à la décoloration a été inventé en 1954. Combien de coups de langue faut-il pour atteindre le centre d'une sucette? Cette question séculaire travaille tous ceux qui adorent les sucettes. La marque Tootsie Pops en a même fait son slogan dans ses publicités en 1970. Bien que d'après la pub, le monde le saura peut-être jamais avec certitude. Quelques tentatives officielles ont été faites pour clore le débat, une fois pour toutes. Des étudiants en ingénierie de l'université Purdue ont conçu une machine à lécher qui fonctionne exactement comme une langue humaine et ont constaté qu'il fallait en moyenne 364 coups de langue pour atteindre le centre. 20 volontaires ont participé à l'expérience à l'ancienne et ont effectué en moyenne 252 coups de langue. Donc, le nombre réel se situe quelque part entre les deux. Bref, c'est vraiment long, à moins que vous ne vouliez que votre langue finisse comme ça. Quel âge a l'expression OMG? OMG est officiellement entré dans le dictionnaire anglais Oxford en 2011. C'est sans aucun doute un des acronymes les plus utilisés en dehors de LOL. Mais les origines de l'expression sont en fait bien plus anciennes que vous ne le pensez. En fait, la première utilisation remonte à une lettre d'un amiral de la marine britannique nommé John Arbuthnot Fisher en 1917. Et son destinataire n'était autre que Winston Churchill lui-même. Fisher a écrit « J'ai entendu dire qu'un nouvel ordre de chevalerie est sur le tapis. OMG, oh my god. Envoyez-le sur l'amirauté. » Ah, si seulement Fisher avait su ce que deviendrait la langue anglaise au XXIe siècle. Pourquoi les toques de chef sont plissées? La toque de chef classique est immédiatement reconnaissable à sa forme blanche imposante. Mais ce design n'est pas qu'une mode. Son origine viendrait soit du fait que les chefs ont reçu des couvre-chefs spéciaux au 7e siècle pour les calmer, pour qu'ils n'empoisonnent pas le roi. Soit du fait qu'Henri VIII aurait ordonné à ses chefs de porter des chapeaux après avoir trouvé un cheveu dans sa soupe.
La toque blanche a gardé son design reconnaissable, et les plis ont fini par servir un objectif subtil en signifiant l'expérience du chef. Au début, un chef avec 100 plis pouvait connaître 100 façons différentes de préparer des œufs ou de cuire un poulet. De nos jours, les toques de chef n'ont plus autant de plis. Même s'il n'y en a que 3 ou 4, démontrent encore leur niveau d'expérience. Pourquoi nos narines se bougent-elles une à la fois? L'un des premiers signes que vous allez être enrhumé est peut-être un nez bouché. Et une des narines est souvent étrangement plus bouchée que l'autre. C'est grâce à un processus époustouflant appelé cycle nasal, qui se produit constamment, mais ne devient apparent que lorsque vous êtes malade. Vous ne le remarquerez peut-être jamais, mais vous respirez toujours plus fort d'une narine que de l'autre, car elle change tout au long de la journée. Le corps gonfle les tissus avec du sang pour ouvrir un côté de votre nez et fermer partiellement l'autre toutes les 3 à 6 heures afin qu'il travaille en équipe. On pense que ce système complète notre odorat, car certaines odeurs sont mieux captées par l'air qui s'écoule vite par le nez, tandis que d'autres sont détectées avec de l'air lent. Un flux d'air constant à travers les 2 narines assécherait et tuerait aussi les petits poils qui nous protègent des contaminants étrangers. Ce processus subtil est amplifié lorsque vous êtes malade, car la narine qui est éteinte est beaucoup plus bouchée que l'autre. Comment le Nutella a-t-il été inventé? Le Nutella est une des pâtes à tartiner préférées au monde, et on le trouve maintenant partout. Mais ses débuts sont bien plus humbles que vous ne l'imaginez. Si le premier pot de Nutella a quitté son usine le 20 avril 1964, ses origines remontent aux années 40. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un pâtissier italien du nom de Pietro Ferrero a décidé de mélanger une pâte sucrée qu'il avait faite à partir de noisettes avec une petite quantité de noix de coco. Pour faire durer sa ration de chocolat le plus longtemps possible, sa création populaire, nommée Giandujo, d'après un célèbre personnage de carnaval à l'époque, était ensuite conditionnée sous forme de petits pains et vendue en tranches. Un été chaud en 1949, l'année de la mort de Pietro. Le Giandujo avait fondu dans un entrepôt à Alba, et son fils Michel l'a emballé et vendu dans des pots. Après avoir été baptisé Nutella en 1962, la pâte à tartiner a ensuite lentement acquis son statut légendaire. Alors, est-ce que vous voulez que ce format de vidéo se transforme en série? Si oui, faites-le moi savoir dans les commentaires, et je pourrai bien le faire. Dites-moi aussi lequel de ces faits vous a le plus impressionné, et si vous en connaissez d'autres. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, à bientôt.